Bienvenue à notre conférence de ce soir. Donc, nous allons accueillir donc Jean, qui est avec nous déjà, Jean Pagès. Quelques petits mots avant qu'on soit autour du temps du lien et des conversations qui libèrent de l'énergie. Déjà, donc remercier, comme on le fait à chaque fois, bien nos commanditaires, si je puis dire, disons plutôt les personnes et les écoles et les organisations qui sont proches de nous. Donc, on vous remercie. Il y a d'ailleurs l'Institut français d'Appreciative Inquiry dont Jean est un des fondateurs, donc c'est en présence carrément de lui puisqu'il l'a fondé en 2009, et puis toutes les autres écoles qui sont à nos côtés dans le microcosme SF Coach. Et puis, aussi attirer votre attention sur le fait que le vendredi 21 et le samedi 22 juin, en distanciel, nous aurons une journée, alors on ne veut plus l'appeler tout à fait symposium, mais en tout cas, une journée où on va tous se regrouper pour réfléchir ensemble en mode forum ouvert, dans des ateliers, avec des conférences et des groupes de savoir interne qui ont aussi cogité à l'intérieur de la SF Coach sur ces sujets, sur l'évolution de notre métier, comme c'est écrit. Donc, face aux changements économiques, le coaching se re-questionne sur son existence, sa pratique, son exercice. Comment tout cela va-t-il évoluer? Vaste sujet. Et sous le mode d'un forum ouvert, on a un groupe pilote au sein de l'association qui est en train de cogiter très sérieusement pour nous accueillir les 21 et 22 janvier en distanciel. Voilà, ça c'était pour le petit pitch SF Coach. Je vais arrêter le partage d'écran, revenir vers vous et maintenant avoir le plaisir de présenter Jean tout en admettant encore quelques personnes qui arrivent. Donc, Jean, bien là, moi, je vais déjà faire un peu mon quart d'heure apostrophe parce que j'ai reçu ton livre que je n'ai pas encore terminé de lire, bien sûr, mais qui en est à la 3e édition, mine de rien. Donc, Jean, bien sûr, est coach. Il est également superviseur. Il est également conférencier. Je le disais tout à l'heure, il a fondé en 2009 l'Institut français de l'Appreciative Inquiry. S'il vous plaît, vos micros, si vous pouviez couper vos micros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Sinon, je vais faire muet à tous. Bon, voilà. Et donc, il a écrit déjà ce livre-là qui en est donc à la 3e édition. C'est aux éditions Erol et ça s'intitule Coacher avec l'Appreciative Inquiry. Par ailleurs, il a contribué chez Interédition dans le grand livre de l'Appreciative Inquiry. Il a contribué avec un texte et j'ai observé aussi, mais je n'ai pas encore lu ce livre-là, qu'il y a notamment une postface co-signée de Jacques Lecomte et d'un certain Vincent Lénart. Je ne sais pas si ça vous dit quelqu'un, on l'a un tout petit peu reçu quand même à la SF Coach, plus d'une fois et en particulier pendant les célébrations de nos 25 ans. Donc voilà un petit peu pour la présentation de Jean qui va nous parler ce soir déjà dans un premier temps un petit peu de son parcours pour qu'on comprenne comment il a glissé entre guillemets vers l'Appreciative Inquiry, ses liens avec nous à la SF Coach aussi, puisqu'il est investi notamment auprès de Pascal Pougnet et d'autres groupes de réflexion. Donc ce sera intéressant donc on voit son lien avec nous et donc c'est pour ça aussi qu'il a accepté d'être notre conférencier ce soir. Et après ce petit retour sur son parcours, il nous expliquera en fait par sa conférence que les coachs auraient parfois tout intérêt, si ce n'est déjà fait, à rechercher plutôt chez leurs clients bien finalement ce qui va être des forces de vie, ce qui va donner de l'énergie, plutôt que de s'attarder peut-être sur les problèmes. Entre guillemets, je résume une pensée bien plus élaborée que Jean va nous présenter. Et quand on préparait notre petit échange de maintenant, j'ai noté une phrase qui a percuté, donc je vous la livre. Jean me dit, c'est quand même important de garder à l'esprit que les déséquilibres donnent de l'énergie. Alors ça, j'ai trouvé que c'était une petite pépite pour les cogitations de ce soir. Donc, Jean, je te cède la parole. On s'est calé sur l'idée qu'autour de 19h, tu avais terminé ton propos, de manière à ce qu'après, vous puissiez vous retrouver en sous-groupe autour de questions que j'aurai soin de taper dans le chat pour que vous puissiez y avoir accès. Puis, vous partirez en sous-groupe. Et pendant une bonne demi-heure, mais Jean vous réexpliquera ça tout à l'heure, et vers 19h30, nous nous retrouverons de manière à partager vos cogitations et à prendre congé les uns des autres à partir de 20h. Voilà. Eh bien, Jean, je te cède l'antenne. Merci, Émilie. Bon, donc, peut-être pour vous en dire un petit peu plus sur le parcours que je vous propose ce soir.
Donc, il y a un petit temps, effectivement, où je vais raconter quelques histoires, notamment celle de la découverte de la démarche appréciative, qui est une démarche qui m'intéresse beaucoup et que j'utilise beaucoup en accompagnement collectif et individuel. Et puis, voir comment on peut passer de l'idée de résolution de problèmes à une approche appréciative, donc une approche qui va aller chercher les forces de vie, comme le disait Émilie il y a un instant. Et donc, aussi, qu'est-ce que c'est des conversations qui libèrent de l'énergie, qui parlent de choses qui ont de l'importance pour nous, des choses qui comptent en fait. Et des conversations qui comptent, sur des sujets qui comptent, eh bien, ça peut avoir un effet intéressant dans nos relations et dans les liens qu'on établit avec les gens. Le cycle s'appelle le temps du lien. Donc, évidemment, il s'agit bien de savoir comment on établit des liens et à partir de quoi. Et puis, j'aimerais vous proposer donc aussi de découvrir justement un type de conversation qui crée un lien que je trouve différent de celui qu'on a l'habitude de créer. Et donc, la meilleure façon finalement de le découvrir, bah, c'est de le vivre en fait. Et je vous proposerai une petite expérience dont vous sortirez, j'espère, réjouis et peut-être un petit peu inspiré pour la suite, en tout cas je le souhaite. Et puis après, on pourra, si nécessaire, j'apporterai quelques compléments un peu plus notionnels à ce moment-là. Donc J'attire voilà. juste ton attention, pardon de t'interrompre, sur le fait que quand tu bouges les pages, ça fait des grosses couches dans le son près du micro. Peut-être que tu touches un micro ou quelque Ok, chose. Donc, voilà. merci. Ok, bon, ben, je ne les bougerai plus. Alors, je vais les oublier. Donc, juste cette démarche appréciative dont parlait Émilie, dont je vous parlais aussi, je l'ai découverte il y a un peu plus d'une quinzaine d'années. Et c'est arrivé en fait à un moment où je faisais du coaching individuel et j'aimais énormément ça et je continue à aimer ça. Je trouve extraordinaire à un moment donné que des gens expriment leurs aspirations et puis construisent avec leur coach un parcours pour aller vers ces aspirations en cherchant ce qui est vivant en eux, ce qui va animer finalement ce parcours. En fait, ce qui m'intéressait, c'était finalement, au fond, une fois que j'ai passé la première étape qu'on connaît peut-être quand on pratique le coaching, qui est de se réjouir quand les gens ont un problème parce qu'on a quelque chose à se mettre sous la dent, vous voyez. Une fois que j'ai passé cette étape-là et que je me suis aperçu qu'il y avait autre chose qui était plus intéressant, qui sont les forces de vie qu'on peut découvrir, bah, ça m'a donné beaucoup de bonheur en fait. Et ce bonheur-là, bah, j'étais super content de le retrouver, mais j'avais aussi besoin de faire des accompagnements collectifs. Et dans les accompagnements collectifs, moi j'avais appris à faire des diagnostics systémiques, des choses bien équilibrées, bien balancées, avec ce qui marchait bien, ce qui ne marchait pas bien. Et puis, à partir de ça, d'essayer de comprendre pourquoi ça ne marchait pas bien et puis de trouver des solutions et de les travailler, de les construire sur un mode participatif. Mais en fait, tout ça, je ne trouvais pas absolument excitant. Ça marchait plutôt pas mal quand même. Finalement, les gens étaient habitués à ça. Mais moi, je ne trouvais pas l'énergie que je rencontrais dans mes accompagnements individuels. Donc, jusqu'à un moment où on m'a parlé de cette démarche appréciative et où je me suis aperçu qu'il y avait un processus qui permettait d'aller exercer sa curiosité pour découvrir en fait ce qui est vivant chez une personne, dans un groupe humain ou dans une organisation. Et là, du coup, ça a connecté complètement avec la démarche de coaching individuel. Et ça a été une vraie révélation. Et du coup, bah, j'ai commencé à tester cette approche-là. Pour vous en dire un tout petit peu plus tout de suite là, sur les mots appreciative inquiry que je n'ai pas traduit, mais qu'on pourrait traduire par exploration. Inquiry, vous reconnaissez enquête, mais je trouve qu'enquête est un peu policier. Investigation, mais il y a toujours l'idée de quête hein, dans inquiry. Vous avez la racine latine de quête. Et donc, c'est une enquête, une investigation. Moi, je préfère dire une exploration. Une exploration donc, qui va nous amener à utiliser notre curiosité, qui est une des forces dont on peut disposer depuis qu'on est tout petit. Parfois, elle est un peu éteinte par le formatage éducatif, mais pas toujours. En tout cas, elle n'est jamais complètement éteinte.
on arrive toujours, il y a toujours des espaces de curiosité en nous, parce que c'est une force irrépressible, la curiosité, le besoin de découvrir, le besoin d'explorer. Et donc, inquiry, c'est explorer. La première chose, en fait, c'était pas tellement apprécier, c'est pas seulement la dimension positive, mais c'est la dimension exploratoire. Et c'est souvent une petite confusion, on se dit c'est une démarche positive, j'y reviendrai. Ce n'est pas une démarche strictement seulement positive. On n'est pas dans le positif, je dirais, à la mode, là, en l'occurrence. Et donc, appreciative, vous connaissez dans apprécier le mot français, évidemment. En France, quand on dit apprécier, vous voyez, dans les débats qu'on aura là pour les élections, il y a certains candidats qui diront peut-être les électeurs apprécieront. Ce n'est pas extrêmement positif. C'est souvent narquois, bien sûr. Mais donc, dans ce apprécier-là, il y a plutôt une dimension plus positive qui est saisir la valeur, le prix. Dans apprécier, il y a le précium latin, le prix. Donc, c'est saisir le prix des choses, la valeur des choses, et en fait, ce qui est la vie dans les choses. Et finalement, je me rappelle, dans mes études anciennes, avoir vu que entre valeur et vie, il y a une ancienne racine indo-européenne autour justement de l'expression du vivant. Il y a quelque chose là, aller chercher la valeur. Et donc, en fait, la démarche, moi, ce qui m'a plu là, c'est finalement que ça conjuguait deux choses importantes, deux forces. D'une part, l'exploration, et d'autre part, le fait d'apprécier, d'estimer et même d'aimer. On peut le dire, même dans l'entreprise maintenant, dans les organisations, il y a quelque chose qui nous donne du bonheur quand on conjugue les deux. Et cette conjugaison des deux là m'a vraiment impressionné. Je vous dis, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant. Et du coup, j'ai eu envie de tester très très vite cette affaire-là. Et je me suis aperçu que contrairement à ce qu'on dit, à ce qu'on me disait en tout cas, à l'époque, on me disait « n'y pense pas, les Français ne seront jamais réceptifs à une approche comme ça qui est plutôt positive, dynamique, optimiste, etc. » Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Au contraire, j'ai ressenti immédiatement une très très grande réceptivité. Et je me suis aperçu que finalement, en discutant avec mes collègues internationaux, les Français n'étaient pas aussi négatifs qu'on le dit. Ils sont peut-être à l'heure, ils sont peut-être à se plaindre pour se socialiser, mais quand les gens se plaignent du temps qu'ils font ensemble, c'est pour parler entre eux finalement. C'est pas pour simplement se plaindre du temps. C'est simplement une façon de se socialiser. Donc, et finalement, moi, j'ai trouvé les gens extrêmement partants pour faire des expériences nouvelles. D'ailleurs, entre nous, on est en petit comité, là, on est une trentaine de personnes. Qu'est-ce qu'ils sont gentils, les gens, quand même, dans les organisations, vous ne trouvez pas? Regardez, on leur demande de participer à des groupes de travail qui ne servent à rien, de poursuivre des projets qui, pour la plupart, tombent à l'eau, et ils s'y remettent sans arrêt quand même. Franchement, moi j'ai été responsable dans des organisations et j'étais impressionné par finalement leur bonne volonté et leur gentillesse. Et là, en l'occurrence, pour la démarche appréciative, il y a eu une réception extraordinaire. Pour vous donner la première anecdote qui m'a impressionné, c'était un responsable marketing commerce Europe de Saint-Gobain-Isover. Non, Isover-Saint-Gobain. Je ne sais jamais dans quel sens. Saint-Gobain, voilà. En tout cas, qui faisait le point après 2 ans de fonctionnement d'une nouvelle organisation sur l'Europe, de ses bureaux en Europe. Et il voulait faire un point, vous voyez, un peu classique, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Ce monsieur était plutôt en fin de carrière, donc il en avait fait des dizaines de points comme ça. Et j'ai vu que ça l'ennuyait passablement. Et je lui ai simplement proposé à ce moment-là, et si on regardait tout ce qu'il y a de nouveau qui a été engagé, ce qu'il y a d'excitant dans cette nouvelle organisation, les liens qui ont été créés, au fond, qu'est-ce qu'on pourrait voir qui a changé et dont on pourrait s'inspirer pour l'avenir? Et là, j'ai vu comme ses yeux qui ont commencé à briller, j'ai vu sortir de l'ennui. Je me suis dit, bon, ça y est, on peut y aller. On a monté un séminaire avec une quarantaine de personnes qui ont cherché tout ce qu'ils avaient pu établir comme lien et mettre en place pendant ces 2 années.
Et ça a été un moment extraordinaire qui leur a permis d'abord de voir à quel point ils avaient bien travaillé. Et ensuite, ça leur a donné un paquet d'idées pour l'avenir. Donc, voilà, je termine sur cette petite introduction sur le sens des mots et sur je dirais l'anecdote. Je voulais vous dire aussi que, en fait, cette démarche appréciative, c'est pas seulement une démarche et un outil. Il y a un outil structuré, vous le verrez, mais c'est aussi un état d'esprit, en fait. Au fond, si on n'incarne pas une posture de curiosité, qu'on n'exprime pas de curiosité, et puis qu'on n'a pas envie d'aller trouver des forces vivantes chez les autres ou dans un groupe humain, ça ne s'incarne pas, ben, ça n'a plus tellement de sens en fait. Il y a une dimension là, une orientation de l'attention qui va au-delà des méthodes. Et à la limite, si la méthode n'est pas tout à fait au point, si l'esprit est là, ça fonctionne quand même, de mon point de vue. Voilà, pour vous en dire un tout petit peu plus sur cette approche encore, je voudrais vous raconter l'histoire en fait. Il faut pour ça que vous vous mettiez dans les années 80 en fait. Vous êtes jeune étudiant, vous vous appelez David Cooper-Ryder et vous êtes étudiant du professeur Suresh Srivastava. Alors, vous trouverez ça dans la littérature, dans la bibliographie. Mais le professeur Suresh Srivastava, donc, qui est professeur à la Case Western Reserve University de Cleveland, dans l'Ohio, donc, dirige la thèse de David. Et Ron Fry, qui est un jeune professeur aussi, tuteur de David. Et donc, l'idée de David, c'est de faire une thèse sur le développement des organisations. Organizational Development en anglais, c'est plutôt sociologie des organisations en français. Et donc, David s'intéresse à la coopération dans les équipes, au bon fonctionnement des organisations. Et il avise l'hôpital de Cleveland, la Cleveland Clinic, qui est une organisation extrêmement réputée, et en particulier pour la chirurgie cardiovasculaire, et qu'il est toujours d'ailleurs. Mais ça se passe un petit peu avant 1980, dans les années 84-85. Et donc, David se rend à l'hôpital de Cleveland, rencontrer médecins, infirmières, personnels paramédicaux, personnel administratif, et il a des échanges avec eux, et il revient dans le bureau de Suresh Srivastava et de Ron Fry un peu dépité. Parce que, en fait, dans cet hôpital où tout fonctionne de façon remarquable, eh ben, il a entendu des gens parler de façon assez neutre, voire se plaindre des situations, de différents sujets. Alors là, il ne comprend pas trop. Et Suresh pose la question à ce moment-là, et que leur avez-vous demandé? Et là, quelle question leur avez-vous posée? Et là, David et son collègue, Frank Barrett, se rendent compte qu'ils ont posé des questions absolument neutres ou qu'ils ont relancé quand quelqu'un se plaignait de quelque chose. Et ils n'ont collecté finalement que des réponses neutres ou négatives. Ils n'ont absolument pas connecté, touché à la force et à la vitalité du système. Donc ils sont retournés avec d'autres questions. Et là, ils ont demandé aux gens de leur raconter comment ils s'y prenaient pour réussir ce qu'ils réussissaient, puisque c'est un bon hôpital. Et là, du coup, la parole s'est libérée tout à fait différemment, puisque les gens ont commencé à raconter des histoires, comment ils avaient construit une collaboration entre paramédicaux et médicales, comment ils géraient leur plateau technique. Et chez les chirurgiens, ils ont commencé à raconter leurs histoires et ils ont eu plaisir à les raconter et à trouver comment ils avaient finalement réussi ce qu'ils avaient réussi. Et là, David comprend un truc, c'est que quand les gens sont dans un narratif agréable, plaisant, où ils réévoquent des réussites importantes, professionnelles pour eux, eh bien, ils revivent ça. Et ils revivent les émotions qu'ils ont vécues à ce moment-là. Alors, on pourrait s'arrêter là, parce que du coup, c'est sympa, quoi. On a passé un bon moment, et puis voilà. Mais en fait, David va plus loin.
quand il pose ces questions-là, il s'aperçoit que les gens commencent d'abord à rosir de plaisir, ils ont les, les yeux qui brillent, et puis ils ont des idées. Et c'est là que les choses deviennent un peu plus intéressantes, à mon avis, et originales. C'est qu'ils découvrent que quand les gens connectent à des émotions agréables, eh bien, ils ont des idées qui viennent. C'est-à-dire que, et des idées de changement, des idées d'évolution de leur service. Et c'est là, on y reviendra, mais c'est là qu'il y a une véritable révolution parce que quand on pense le changement, depuis longtemps, que ce soit en économie avec Milton Friedman, ou que ce soit en sociologie, oui, autour des organisations, par exemple avec John Kotter, on pense surtout au sentiment d'urgence, à créer le sentiment d'urgence, voire certains en vont jusqu'à mettre une pression. Parce qu'il faut que ce soit difficile, que la situation soit difficile pour qu'on ait envie de changer. Et voilà le présupposé le plus commun. Pour que ça change, il faut être en difficulté. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on aura envie de changer pour améliorer les choses. Ce n'est pas complètement faux, n'est-ce pas? Parce qu'on a bien vu, les uns les autres dans notre vie, qu'à certains moments, c'est difficile et que on se dit, je veux en sortir, et donc on fait des choses pour en sortir. Donc, ce n'est pas une erreur fondamentale. Simplement, si on regarde les choses sous un angle complètement inverse, et c'est en ce sens que David Cooperrider a parlé d'une révolution positive, au sens du retournement, eh bien, si on retourne cette affaire-là, on s'aperçoit que quand on a des émotions agréables et qu'on vit des choses agréables, ça donne envie de changement. C'est-à-dire que le changement ne dépend pas seulement de l'évitement des difficultés, mais il dépend aussi de l'attraction de ce qui donne vie et de la stimulation de ce qui donne vie en nous, c'est-à-dire des émotions agréables. Et ça, c'est une vraie révolution, parce qu'à cette époque-là, en 1986, c'est la date de la thèse de David, hein, eh bien, on pense toujours le changement comme le produit finalement de la résolution de problèmes. Là, vous voyez on a une inversion de paradigme complète. Le changement peut découler aussi des choses agréables et heureuses. Du coup, ce que constate David finalement, c'est que bien sûr, les gens répondent aux questions qu'on leur pose. Quand on leur pose quand on leur pose des questions, je dirais, sur ce qu'ils ont bien vécu d'agréable, de réussi, eh bien, ils répondent, et ils répondent volontiers. Ça leur donne des idées, et ça leur donne des idées de changement. Du coup, à partir de ça, évidemment, l'exigence Suresh Srivastava va demander à David Cooperrider de stabiliser sa réflexion là-dessus. Et pendant 2 ans, il va travailler avec l'hôpital de Cleveland pour essayer de voir comment ça peut contribuer à un changement positif dans l'organisation. Voilà pour cette petite phase introductive, donc pour vous dire ce qu'est l'approche appréciative et ce sur quoi je vais m'appuyer pour vous proposer un certain nombre de réflexions. J'enchaîne, peut-être on garde les Écoute, je pense que questions. le mieux, ce serait de garder les questions Voilà. pour la fin, qu'on ait l'ensemble de ta vision, peut-être D'accord. au début. Et si Alors, jamais des questions apparaissaient, je les verrai dans le chat, et pour le oui. moment, tout le monde est suspendu à ta parole. Donc, je Bon, ne vois pas de d'accord. questions Moi, je pour ne le regarderai moment. pas le chat. Je te le dirai au fur et à mesure. OK. Donc, je continue un petit peu sur cette affaire. Donc, en fait, si nous, on prend un instant notre position de coach, en fait, quand on est sollicité, que ce soit du coaching individuel ou de l'accompagnement collectif, souvent sur des problèmes, en fait. Bien sûr, on dit beaucoup maintenant, et on sait et les managers le savent pour beaucoup, que le coaching est un outil de développement, et c'est pas fait pour aller résoudre des situations tendues seulement dans l'organisation. Donc les gens sont parfaitement au courant de ça, et donc c'est toujours mis de façon positive, nommé de façon positive, mais de façon sous-jacente, ce n'est pas toujours le cas, comme vous le savez très bien. Par exemple, moi j'ai une personne là, d'une entreprise de luxe qui m'a appelé parce qu'elle a des problèmes de communication. Elle est un peu trop rude, vous voyez.
Elle, elle, elle est très directe et quand ça n'avance pas assez, ben, elle envoie bouler les gens. Elle le sait très bien. Mais on lui demande évidemment on va dire, de nuancer sa façon de faire. Ou alors, une autre, dans une autre entreprise, a une responsable justement très, on va dire, très assertive, et elle a du mal à s'affirmer. Et donc, évidemment, elle va travailler sur son affirmation. Donc, même si c'est conçu comme un outil de développement et que c'est présenté positivement par les managers et par les gens de RH, au fond, on a souvent quand même quelque chose comme un problème sous-jacent qu'on nous demande de régler. Donc là, on a plusieurs options. Il y en a deux essentiellement, je trouve. Il y en a une, c'est de s'attaquer au problème. Donc, finalement, on va utiliser notre intelligence et celle de la personne pour essayer de comprendre la nature du problème, comment ça se manifeste, comprendre pourquoi ça se manifeste. On va chercher à comprendre les causes du problème. Puis on va se dire que si on comprend les causes du problème, eh bien, on aura évidemment de bonnes chances de le résoudre avec la personne. C'est un peu la façon habituelle qu'on a de faire avec des outils divers. Hein. Bon, et c'est pas inintéressant en soi, bien sûr. Et heureusement que de temps en temps, on raisonne comme ça. Parce que, imaginez par exemple que vous alliez, dans le monde mécanique, c'est particulièrement évident. Vous allez chez votre garagiste et vous lui dites, il y a un problème, ma voiture tousse quand j'accélère, et que le garagiste vous dise, ah ouais, mais alors, quelle carrosserie elle a, belle voiture. Oh, puis vous avez des pneus tout neufs, formidable, extraordinaire. Oh, et puis la sellerie de votre voiture est impeccable, on dirait vraiment qu'elle est toute neuve alors qu'elle a 10 ans. C'est-à-dire, vous auriez peut-être vous seriez un peu contrarié peut-être. On a peut-être envie de temps en temps que le problème soit identifié, analysé et qu'on le résolve. Et c'est vrai peut-être parfois en médecine, du moins en médecine, je dirais, occidentale, où de temps en temps, on a besoin d'un diagnostic tout de même pour savoir ce qui se passe et éventuellement agir pour résoudre le problème en attaquant la source, par exemple l'agent pathogène. Bon, tout ça, je dis tout ça pour que, comment dire, parfois quand on pousse une réflexion dans un sens, eh bien, on exagère un peu et on oublie il y a l'autre polarité ou un autre aspect qui a besoin d'être pris en compte. Et donc, il ne s'agit pas de dire ça c'est valable et à l'exclusion du reste. Enfin, du coup, moi, ce n'est pas ce que je trouve utile. Par contre, ce que je constate moi, dans les groupes humains et pour les personnes, c'est que si on passe beaucoup de temps à analyser les problèmes, eh bien, on focalise, on met l'attention sur les problèmes de façon importante, et que mettant l'attention sur les problèmes de façon aussi importante, le problème, finalement, prend de l'ampleur, souvent. Non seulement il prend de l'ampleur, mais en plus, il peut faire un peu tache d'huile. Ensuite, si on est dans une organisation où on regarde des problèmes, qu'on identifie les problèmes, il y a des gens qui sont dans les problèmes, qui sont à l'origine des problèmes, et qui bien souvent le vivent très mal, parce qu'ils peuvent se sentir accusés, voire culpabilisés de ça. On va chercher un peu les responsables, souvent. Bon, vous voyez bien que c'est peut-être une approche, et c'est pareil si on est en coaching individuel, qui ne met pas forcément les gens en énergie haute. Et la conversation, là, ne va pas forcément libérer l'énergie. On est souvent en énergie basse. Et d'ailleurs, si vous regardez ce qui se passe, en fait, vous voyez physiquement le résultat. Quand on est concentré sur un problème, on a les sourcils froncés, on a souvent la tête baissée, on a souvent une attention restrécie et concentrée sur le problème. Et finalement, ça nous met dans un état, et la respiration qui suit, qui n'est pas très ample. Autrement dit, ça nous met dans un état physiologique qui ne nous fait guère de bien. On ne se sent pas très heureux avec ça. Et donc, on ne se sent pas très heureux dans le dialogue avec une personne, mais aussi dans un collectif. Dans un collectif, vous voyez, si vous êtes comme ça, ce que vous pouvez induire. Et si les gens sont comme ça, c'est parce que vous avez engagé
une réflexion exclusivement sur le problème, ce que ça peut induire chez vous en tant que facilitateur, facilitatrice. Donc, bon, moi, je trouve finalement que l'attention portée sur les forces de vie, sans nier le problème, est quelque chose qui donne une autre énergie. Quand, par exemple, vous demandez à un responsable qui est en un moment difficile dans sa carrière, vous avez écouté sa difficulté, évidemment, et que vous sentez bien que cette personne veut trouver un second souffle, veut retrouver de l'énergie. Si vous lui demandez, par exemple, qu'est-ce qui l'a poussé à s'engager dans ce métier à un moment donné, qu'est-ce qui lui a donné envie de ça? Vous reconnectez la personne à ses motivations. Et quand vous la reconnectez à ses motivations, vous engagez un autre dialogue avec elle. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas écouter le problème, hein, vous m'avez bien compris, j'espère, là-dessus. Parce que mais on peut aussi, en écoutant le problème, on peut aussi orienter la conversation vers ce qui donne évidemment de l'énergie, mettre notre attention là-dessus et reconnaître, par exemple, dans le passé ou dans le présent de la personne, ce qu'elle a fait avec elle, non pas tant lui dire, mais lui faire retrouver. Hein. Retrouver le sentiment qu'elle peut avoir d'avoir été en capacité de faire des choses, en puissance personnelle, en, avec un sentiment d'efficacité, par exemple. Hein. Donc, nous, ce qu'on fait dans l'approche appréciative, c'est évidemment, dans une phase de découverte, de susciter ces dialogues-là, pour que, et souvent, et à deux, d'abord, parce que les gens se racontent des histoires et se racontant des histoires, en fait, de ce qu'ils ont fait sur un sujet donné qu'on va choisir, eh bien, ils vont retrouver ce narratif, les émotions, et puis donc élargir évidemment leur attention parce que ces émotions agréables élargissent l'attention. Et c'est là, Émilie, que je te demande de me passer la première Ça y slide. est, attention, attention, c'est parti. Partagez l'écran. Hop. Allez, c'est parti. Alors là, ah, non, c'est pas ça, j'ai dit. Je Non, veux pas celle-ci maintenant. Je veux l'autre. Alors, voilà. clac. Ça, celle-là est pas mal non plus, mais Non, mais c'est parce que tu sais quoi, je les ai toutes en même temps. Donc, le problème, c'est que je ne sais pas comment je vais faire pour masquer dans tes. voilà, Tu vois c'est ce que je veux celle-là. dire? Tu peux Oui, mettre mais en mode diaporama la première là? celle-ci, là, c'est. Il y a les petites Voilà. flèches, ouais. Oui, mais sans qu'on voit les autres. Mais oui, mais je ne sais pas comment on fait ça. Pour aller en bas, là, il y a un petit machin. En bas, il y a un petit machin. C'est À une droite bonne. encore. Tu appuies sur Voilà. la télé, genre la télé en bas. Non, J'appuie. Ah, il y a une télé là. Voilà, Tac. c'est ça. Parfait. Parce que les autres, voilà, on verra mieux. Waouh, bah, Ah, grâce à vous, j'en apprends des choses. c'est beau, hein? Alors, donc, vous vous rappelez, cette affaire-là se passe en 1986, la thèse de David. Hein. Je dis David parce que je l'aime bien et c'est une familiarité et c'est vraiment quelqu'un d'adorable et qui continue je trouve, rayonner beaucoup. Mais David, en fait, il se rend compte que les émotions, il réalise que les émotions agréables, on les appelle positives, j'ai mis entre guillemets parce que vous voyez bien que toutes les émotions sont positives en elles-mêmes, intrinsèquement, ça ne veut rien dire positive. Ça dirait que les autres sont négatives, alors que la colère, la peur, la tristesse sont des émotions qui nous apportent beaucoup. Les partages qu'on a en partageant la tristesse avec quelqu'un sont parfois d'une telle intensité, d'une telle richesse humaine, que j'imagine mal de qualifier la tristesse d'émotion négative. Mais on appelle émotion positive dans la littérature actuellement la joie, le plaisir, l'intérêt, enfin bon, la bonne surprise. Et ce que David découvre en 1985-86, c'est que les émotions positives, en fait, ouvrent à la créativité. Et ça a été vérifié et seulement dans les années 2000 par Barbara Fredrickson, qui est psychologue et chercheuse, et qui a mis les gens en situation d'étudier des dossiers avec des émotions positives, c'est-à-dire agréables. Et elle a constaté qu'à ce moment-là, l'attention des personnes était plus grande, que leur capacité créative augmentait et qu'elles étaient capables d'imaginer des solutions pour l'avenir et des solutions vraiment qui pouvaient durer.
Elle a fait ça d'une façon assez marrante. Il y a plein d'expériences. Si vous regardez son article Boden and Built Model, par exemple, elle donne à des étudiants en médecine en fin de parcours, donc vraiment ils sont en fin de parcours, donc ce sont des médecins en fait, un gros dossier sur une pathologie du foie. Elle fait 2 groupes. Un groupe qui va être simplement invité à étudier le dossier, de façon très neutre. Et puis un autre groupe qu'elle met dans un état émotionnel agréable, je vous dirai comment après. Et elle demande de traiter les dossiers. Alors moi, ce qui m'a rassuré dans cette expérience, c'est que tout le monde a réussi quand même à trouver le bon diagnostic et la bonne préconisation de traitement, ce qui rassure quand même sur les études médicales peut-être. La différence entre les 2 groupes, c'est que le premier groupe a mis un temps important et a regardé le dossier avec beaucoup de détails. Le deuxième groupe a survolé quasiment le dossier et est allé beaucoup plus rapidement au même résultat. Et là, elle s'est rendue compte finalement qu'on va beaucoup plus vite pour résoudre un problème quand on est dans un état émotionnel agréable et d'ouverture. Et c'est assez surprenant. Elle a essayé plusieurs trucs pour mettre les gens dans un état émotionnel agréable, mais par exemple, elle a essayé, là en l'occurrence, des sucettes. Vous voyez, elle a donné des sucettes aux gens. Vous voyez l'évocation de l'enfance, le côté un peu rigolo, le sucré, etc. Ça les réjouit et voilà, ça change tout. Ceci dit, je ne propose pas de manger trop de sucre, qui est un des poisons blancs, comme on dit, voilà, donc en excès. Donc, mais bon, voilà, c'est juste pour... Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que cette intuition, cette découverte de Cooper-Heider, finalement, se confirme de façon expérimentale beaucoup plus tard. Et je trouve cette découverte extrêmement forte, en fait, parce que justement, elle valide le fait que, précisément, c'est quand on arrive à susciter des émotions qui nous font du bien, qu'on peut être encore plus créatif et productif. Et ça a des effets physiologiques impressionnants. Est-ce que tu peux mettre la diapositive suivante, Émilie? Alors, je vais avoir besoin d'un exercice. Oh, Voilà. ça marche trop bien. Vous voyez ces 2 jeunes filles, est-ce que tout le monde les voit bien? Oui, j'imagine, hein? Oui, Frédéric a l'air de dire que oui, tout le monde les voit bien. Oui, bon, et ben voilà. Donc, si vous les voyez bien, finalement, vous diriez spontanément, il y en a une peut-être que vous allez préférer spontanément. Ce serait laquelle? Celle de droite, c'est bien ça. Voilà, exactement. Et pourtant, il ne vous échappe pas que c'est exactement la même photo. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, mais non, pas tout à fait. Vous voyez, le teint n'est pas le même sur la photo de droite et de gauche. Et en réalité, c'est exactement la même photo. Il y a juste une petite différence et je crois que Frédéric a compris. Ce que je propose, c'est que vous remettiez vos micros si vous voulez commenter, parce que là, pour le moment, j'ai l'impression que je vous vois en langue des signes, pour ceux dont je vois les photos. Donc, remettez vos micros si vous avez envie d'échanger avec Jean sur cette photo. Oui. Est-ce que vous avez vu la différence? On dirait que les yeux sont différents quand même, non? La pupille. Voilà. Ah oui, la pupille. La pupille est dilatée, là, à droite. La pupille est dilatée. C'est la seule différence. La pupille est dilatée et la lumière se réfléchit. Oui. Il n'y a pas de réfléchissement. La lumière est exactement la même. Ah bon? La pupille est simplement dilatée. Parce que j'ai ressenti la même chose. Du coup, ça m'a... Je me suis dit, c'est pas vrai, il y a un truc là. Donc, j'ai pris la photo et j'ai mis un bandeau sur les yeux. Et en mettant un bandeau sur les yeux, on s'aperçoit qu'il y a une illusion d'optique dont on est victime, voilà, parce qu'il y a une espèce de cohérence perceptive qu'on met en place, sans le faire exprès, pour dire que celle de droite est finalement les plus lumineuses. Oui. Eh bien, ce n'est pas vrai. C'est une illusion d'optique. Celle de droite, elle a simplement les pupilles plus dilatées. Je vous promets, si je peux vous envoyer la photo, faites la même expérience, vous verrez, vous mettez un bandeau sur les yeux et vous allez voir que c'est exactement la même photo. La seule différence est dans la dilatation des pupilles. Et on est tous, je n'ai pas vu une personne qui ne préfère pas celle de droite. J'ai fait l'expérience plusieurs fois.
Je n'ai pas fait d'études statistiques sur un très grand nombre, mais il me semble que c'est assez clair. Or, la seule différence, c'est la dilatation de la pupille. Et que dit Alors, je précise aussi que ce n'est pas non plus l'apologie du cannabis ici. Donc, Pas de sucre, pas de cannabis, on est très bien. vous faites ce que vous voulez. On est super sérieux. Chacun a ses pratiques. Oui, on est sérieux, la SF Cocha d'un seul Ça coup. va de soi. Mais en tout cas, ce n'est pas une dilatation pupillaire qui est liée à un effet psychotrope quelconque. Qu'est-ce qui dilate la pupille comme ça? Les émotions positives, La joie. j'imagine, la joie, le partage. Exactement, l'attention, la joie, l'intérêt que vous portez à quelqu'un. L'empathie. Et l'empathie, exactement. Tout à fait. Et quand vous portez de l'intérêt à quelqu'un, évidemment, sauf si vous avez un spot dans les yeux, eh bien, votre pupille se dilate spontanément. Et vous remarquerez, pour moi, c'est un outil extrêmement intéressant en coaching individuel. Parce que la dilatation pupillaire, c'est un truc assez fin à observer, mais ça vaut le coup. Parce que vous voyez, quand la pupille se dilate, l'intérêt de la personne. Et donc, et le vôtre aussi, il est exprimé par votre dilatation, c'est-à-dire votre curiosité sincère vis-à-vis de la personne, l'intérêt que vous mettez dans votre métier et que vous portez à la personne que vous accompagnez, eh bien, se voit et il est physiologique. C'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup impressionné. On a finalement, dans cet élargissement intentionnel dont parle Barbara Fredrickson, eh bien, on a finalement un effet physiologique absolument remarquable et qui crée une envie. Et on a plus envie d'être en relation avec la personne de droite qu'avec celle de gauche, a priori. Et on a envie d'être en relation avec vous. Souvent, les gens se posent la question de vendre les prestations, mais ça n'a aucun intérêt, cette question. Quand on rencontre quelqu'un, est-ce que la personne a envie de continuer à être en relation avec vous? Et si vous avez les pupilles comme ça, eh ben vous pouvez être sûr qu'elle a envie de continuer, elle a envie de vous revoir. Mais Jean, excusez-moi de vous interrompre, ça me fait penser, vous savez, à tous ces personnages de dessins animés chinois qui ont tous des énormes yeux avec des pupilles hyper dilatées. Ah oui, je n'avais pas fait le lien, oui, c'est intéressant, je trouve. Certainement que ça doit contribuer à l'attrait qu'ils peuvent exercer sur les enfants qui lisent. Je pense au manga, hein, bien sûr. On pense au Ça, manga. oui. Oui, On sent qu'elle est présente, en tout cas. On C'est sent ça. qu'elle est très présente. Oui, j'avais pas pensé à ça. D'ailleurs, je vais peut-être agrémenter mes présentations de manga maintenant. Merci. Très bien. Bon, alors, je voulais donc, on peut enlever l'image maintenant, peut-être, si tu veux bien, Émilie. Vouloir, je veux bien. Arrêter le partage. Tac. Voilà, formidable. Merci. Bon, alors, je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis en train de vous parler de trucs positifs seulement et, comment dire, je veux bien être un peu allumé, mais pas complètement quand même, sur, donc, sur le sujet. C'est-à-dire que, en fait, quand je vous raconte tout ça, c'est pour parler de la curiosité, de l'appréciation, de la recherche de la vie. Ce n'est pas pour dire qu'il faut être positif. Ce n'est pas pour nier la valeur de ce qui est négatif et du non. Et si vous avez un peu lu François Julien, par exemple, le philosophe et sinologue, vous aurez sans doute constaté qu'il a une façon de dissocier le mal du négatif et de dire, finalement, dans le dire non, parfois, on a plus d'énergie positive qu'il n'en paraît que, par exemple, dans l'affirmation d'identité ou dans l'affirmation d'une position. Par exemple, c'est difficile de trouver des valeurs universelles humaines, mais il y a des choses auxquelles on dit non. Et c'est un des exemples qu'il prend. Et ce non, ce négatif-là, c'est un négatif aussi qui nous fait dire non à des choses qui peuvent être intolérables dans nos sociétés. S'il n'y avait pas eu de critiques négatives dans nos sociétés, j'imagine qu'un certain nombre de psychopathes, sociopathes puissants auraient fait pire que ce qu'ils n'ont fait.
Et Dieu sait qu'ils ont déjà montré beaucoup de capacités dans le domaine. Ça ne vous a pas échappé ces dernières années non plus. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans la dimension négative, un peu comme dans les polarités chinoises yin-yang, il y a comment dire, un mouvement qui peut être positif aussi, et François Julien parle de négactif pour parler de ça. Et donc, ce que je suis en train d'essayer de vous dire là, c'est que c'est pas parce qu'on est dans l'exploration des forces de vie et qu'on exerce sa curiosité qu'on fait taire tout esprit critique. Au contraire, en fait, la dimension appréciative n'a d'intérêt que si elle est, excusez le mot, mais générative. C'est un néologisme en anglais et en français d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire si elle va provoquer quelque chose qui va aller au-delà du présent, qui va aller dans une forme je dirais, de dépassement. Si on est simplement dans le statu quo, on est dans l'immobilité et on est dans un équilibre qui n'est pas lié au mouvement. Alors justement, Émilie, tu avais la gentillesse de citer une petite phrase que on sait, c'est il y a de mouvements que dans le déséquilibre, on le sait bien. C'est presque altruisme de le dire. Mais ce déséquilibre, il vient aussi de cette polarité entre ce qui est négatif et positif. Donc c'est pour ça que l'approche appréciative, ce n'est pas seulement être dans un positif. Et je voudrais vraiment la distinguer de tout ce qu'on appelle actuellement les démarches positives. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. Donc c'est vraiment Alors, tu as une remarque d'une personne qui dit, Olivier Blantailleur, qui dit « Sensation qu'un parallèle peut être fait avec la logothérapie de Frankl. Je m'égare ?» point d'interrogation. Donc, Olivier s'égare-t-il? Non, Olivier non seulement ne s'égare pas, mais Olivier anticipe sur le point suivant que j'allais aborder. Ah. Donc, je trouve ça assez extraordinaire. Belle synchronicité. Oui, oui, parce que en fait, j'allais aborder un point qui est, au fond, c'est quoi un sujet qui compte? De quoi on parle, en fait, quand on parle? On peut parler de rien du tout. Et parler de rien du tout, c'est tout à fait intéressant pour entrer en relation. Par exemple, quand vous rencontrez votre voisin ou votre voisine et vous lui dites qu'il fait beau aujourd'hui, tout le monde le sait, tout le monde le voit, aucun intérêt informationnel. Néanmoins, c'est une façon d'entrer en relation. Donc, on peut parler de choses qui ne comptent pas, mais qui comptent quand même, puisque malgré tout, ça permet d'entrer en relation. Je vous le fais savant, c'est ce que le linguiste Roman Jacobson appelait la fonction fatigue du discours. Fatigue, P-H-A-T-I-Q-U-E. Bon. Et bon, ça fait bien comme ça dans les salons. C'est un petit quart d'heure France Culture, c'est bien. Voilà, je ferme la parenthèse culture. Donc, bon, mais si on a dans des organisations on sait bien dans les groupes humains, finalement, les groupes humains existent par les échanges, par les dialogues, les liens. Et c'est bien pour ça que la SF Coach crée un cycle Le temps du lien. C'est parce que précisément, c'est autour du lien, autour des dialogues et des conversations qu'on a que les groupes humains existent et que même les organisations existent. Parce qu'après tout, organisation est une abstraction intrinsèquement. Même s'il y a des bureaux, même s'il y a des gens qui sont dedans, même s'il y a des choses qui entrent et qui sortent, le global organisation n'existe pas comme un tout individué. D'ailleurs, il n'est pas circonscrit. Mais par contre, il existe parce qu'il rend des services, parce qu'il reçoit des choses, il émet des informations, et puis parce qu'il y a des tas de dialogues à l'intérieur. Donc, en fait, de quoi parle-t-on dans ces organisations? Et du coup, si je reviens à nos demandes de coaching, c'est souvent autour d'un problème. Et finalement, un problème qui nous est exprimé, par exemple, je n'arrive pas à fédérer autour de ce sujet-là mes équipes. Un problème un peu classique. Hein. C'est quoi finalement? C'est une frustration. La personne ressent une frustration. Mais qu'est-ce que c'est qu'une frustration? Si ce n'est autre chose qu'un désir non satisfait. Mon professeur américain en Apogee Inquiry, Ron Fry, dit unmet wish, un souhait non rencontré. En fait,
et je crois, je n'ai pas vérifié dans mon vieux dictionnaire latin Gaccio, là, si je me souviens bien, en latin, desiderium, c'est le moment culture encore, Émilie. Le desiderium, ça signifie à la fois désir et regret. Et J'ignorais. est-ce que vous avez la racine sid, vous voyez, sidéré, par exemple, on en Mm. sidéré. On l'a dans le desiderium, dans le désir. Et c'est-à-dire, en fond, finalement, une frustration, c'est l'envers d'un souhait, c'est l'envers d'un désir. Alors finalement, pourquoi ne pas aller, en accueillant la frustration, aller vers le désir? Pourquoi pas inverser, et finalement, l'attention, plutôt que de passer beaucoup de temps à comprendre pourquoi il y a frustration, comment s'exprime la frustration, pourquoi ne pas aller directement là où il y a vraiment du désir? Et ça, c'est une possibilité qu'on peut trouver. Par exemple, quand on ne veut pas quelque chose, qu'est-ce qu'on veut? Forcément qu'il y a un envers de ce qu'on ne veut pas. Et donc, vous voyez, là, on est bien dans l'idée de révolution. Si je Alors, ne pardon, je t'interromps. Elisabeth nous complète le quart d'heure France Culture avec. Je vous assure qu'on n'a pas de lien avec eux. Il faudrait qu'on y réfléchisse. Au nombre de fois, j'ai cité ce nom. Alors, désir, nous dit Elisabeth de Saint-Basile. Désir, du latin desiderium, regret. Ce verbe signifie ainsi littéralement cesser de, cesser de contempler l'étoile et donc constater l'absence de, avec une forte idée de regret. Voilà, mais merci Elisabeth d'avoir précisé mon propos pour le coup. Ce qui revient d'ailleurs à un vieux truc que disait Freud, je ne sais pas si vous vous rappelez dans le malaise dans la civilisation, au début, il dit qu'il y a d'anciens mots qui désignent une chose et son contraire. C'est très étonnant, hein, dans un même mot, une chose et son contraire. Je ne sais plus quel est l'exemple qu'il prend, mais c'est dans les toutes premières pages de son bouquin. Je t'interromps à nouveau parce qu'on a Eric qui nous dit, au fond, cette approche n'est-elle pas transversale à toutes les approches? Ah, vraiment, je ne sais pas répondre à cette question parce que on peut si le sens de la question, c'est, comment dire? Est-ce qu'on peut s'en servir un peu partout? Oui. Oui, oui, c'était le sens de la question, oui. D'accord. Eh ben oui. En fait, j'ai pas de. On m'a souvent posé la question de savoir si. Vous savez, il y a des gens qui vous demandent et quand est-ce qu'on ne peut pas s'en servir? Donc, alors, j'aime bien la question, mais ce n'est pas la question d'Éric, hein, évidemment. Et donc, et je suis très embêté parce que je ne vois pas de contre-exemple, sauf si les gens ne veulent pas. C'est tout. Donc, si quelqu'un ne veut pas, évidemment. Mais sinon, moi, je ne vois pas de. On peut s'en servir avec une personne, avec un petit groupe, avec un grand groupe, avec un très grand groupe. Et effectivement. Alors, je reviens un tout petit peu au propos. Donc, merci de m'interpeller sur les questions, du coup. Rechercher le désir, ça va être rechercher ce qui va permettre de sortir de la situation et permettre de dépasser finalement quelque chose de présent. Et c'est là que Frankl, effectivement, vient aussi comment dire, en résonance avec le propos. Et Frankl parle finalement d'autodistanciation. Il parle de transcendance, Frankl, dans ses bouquins. Il appelle ça la dimension noétique. Il n'emploie pas le terme spirituel, hein, mais si vous lisez Frankl, vous apercevez bien que dans Noétique, il parle de spiritualité, en fait. Et il parle d'autodépassement, il parle de transcendance, il parle d'autodistanciation. Et en fait, ce que on trouve finalement dans la démarche appréciative, à mon sens, hein, c'est une capacité à la fois de s'associer à des expériences, c'est ce que je vais vous proposer dans un petit instant, et puis en même temps de prendre un recul et de constater des choses qu'on n'avait pas vues et qui nous donnent un regard différent sur nous-mêmes, du fait des dialogues qu'on a engagés. Je réfléchis à comment je vais vous dire ça pour la suite, mais c'est en fait, il y a quelque chose là d'une résonance à soi-même. Quand on connecte à quelque chose qui a été fort dans sa vie, on a réussi quelque chose d'important pour soi,
on a fait quelque chose de bien dont on est fier, il y a une résonance nouvelle à soi-même. Par rapport à la résonance, au mécanisme habituel qui est de nous comparer, souvent, à mieux que nous. Par exemple, vous avez certainement des gens dans vos clients en tant que coach qui vous disent « Moi, je suis une personne, je ne suis pas créatif, je ne suis pas créative. » Vous en avez des gens comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Le mécanisme mental, c'est de se comparer à des gens créatifs sur un certain mode, un mode, par exemple, imaginatif, intuitif, avec des émergences ou des fulgurances. Et alors, ces personnes-là ne sont pas comme ça. Elles disent « Je ne suis pas créative ». Elles font deux choses, en fait. Elles font grammaticalement, en disant « Je ne suis pas créative », elles créent un attribut du sujet, pas créative, et l'attribut du sujet « je » dans cette phrase. C'est grammaticalement simple. Hein. Donc, il y a, en s'attribuant, en mettant un attribut du sujet, je ne suis pas créative, je me donne un élément d'identité. C'est-à-dire que je fixe quelque chose à l'intérieur. Où la personne vous dit « je suis lente ». Et il y a des gens qui sont lents, apparemment, par rapport aux autres. Simplement, ils traitent beaucoup plus d'informations dans un temps plus long, forcément. Et donc, les personnes se qualifient de lentes. Je suis lente. Et donc, encore, c'est un attribut du sujet. Et là, le langage est terrible. Mais allez un peu plus loin, comme fait Swamiji Prajnampad, vous savez, c'est un spirituel hindou sur lequel André Comte-Sponville a écrit un petit livre qui s'appelle Au-delà du désespoir. Prajnampad, il a quelqu'un comme ça, un de ses élèves, qui lui dit « Je suis asthmatique », attribut du sujet. Alors Prajnampad lui demande, j'ai écrit ça dans mon bouquin, Prajnampad lui demande « Est-ce que vous avez toujours été asthmatique ?» Il dit « Ah non, jusqu'à l'âge de 20, je n'étais pas asthmatique. » « Est-ce que vous avez des crises d'asthme en permanence ?»« Non, je n'ai pas des crises d'asthme en permanence. »« Est-ce que vous avez la certitude que vous êtes asthmatique toute votre vie et tout le temps ?» Non, je ne peux pas le dire. Autrement dit, ce que fait Prajnampad, c'est qu'il défait l'attribut du sujet. Défaisant l'attribut du sujet, il libère le sujet de son attribut. Et le sujet cesse d'être asthmatique. Alors, je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Si demain vous dites, vous avez quelqu'un qui vous dit je suis allergique et que vous dites ah, vous faites le truc, ça ne marchera certainement pas. Parce qu'il y a tout un processus quand même d'accompagnement que Prajnampad met en œuvre. Néanmoins, je voulais attirer votre attention là-dessus. Autrement dit, quand on est dans l'attribut du sujet, dans les attributions et dans des comparaisons comme ça négatives, qu'est-ce qui se passe? En fait, on fige les choses. Et on n'est pas dans cet autodépassement dont parle Frankl et dans la dynamique déséquilibrée positivement, en quelque sorte, qu'on veut engager dans des conversations appréciatives. Évidemment, on va mettre la conversation à un endroit où ça va déséquilibrer dans un certain sens. Et c'est super important de savoir où on va la mettre. Quand, par exemple, c'est raconté dans un bouquin de Cooper Ryder que j'ai traduit il y a quelques années, là, et je vais aller rapidement là-dessus, British Airways America s'intéresse à la démarche appréciative. Donc, ils réunissent 50 cadres pour voir si ça va marcher. Ils ont plein de sujets. Bon, je vous passe les détails. Et arrive un moment, le vrai sujet, enfin des sujets chauds arrivent sur la table. Et le sujet chaud, c'est les bagages. Quelqu'un a dit les bagages. Les bagages, c'est le bazar à British Airways America. Parce que les bagages, ils n'arrivent pas toujours en même temps que la personne. Alors, c'est un peu gênant, vous savez. Si ça vous est arrivé, vous connaissez le désagrément. Moi, j'ai connu ça à plusieurs reprises. Les bagages n'arrivent pas. Et pire, parfois, donc, la chose qu'on envoie n'arrive pas. Par exemple, la robe de mariée qu'on doit envoyer à Phoenix, elle n'arrive pas. Alors, British Airways doit payer une robe de mariée à la mariée. Ou alors, les tentes de camping n'arrivent pas au Grand Canyon. Donc, ils sont quand même très embêtés avec ça. Et ils ont un peu honte de cette affaire-là.
Et donc, évidemment, le mode habituel, c'est de chercher pourquoi les bagages n'arrivent pas. Et donc, on va aller du côté des bagagistes, regarder ce qu'ils font. Et vous voyez le résultat, c'est que les bagagistes vont dire « Ouais, nous, on fait de notre mieux, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux, c'est pas à cause de nous. » Et on n'y est pour rien. Ou alors, ils vont dire « Oh là là, qu'est-ce qu'on a mal fait ?» puis ils vont être malheureux. Ce n'est pas du tout ce que fait Cooper Ryder à ce moment-là. Et il va mettre la conversation sur un sujet qui est beaucoup plus intéressant, à mon avis. Il va discuter avec les gens, et puis ils vont dire on veut que nos bagages arrivent bien. Bon. On veut pouvoir récupérer les bagages. Et Cooper Ryder va leur dire ça vous suffit, ça, récupérer les bagages. Et alors, s'ils n'arrivent pas en même temps que les gens, vous allez les récupérer quand même. Ce n'est pas vraiment une conversation intéressante à engager là-dessus. Alors, au bout d'un moment, les gens réfléchissent, puis ils disent on veut être fiers quand même de ce qu'on fait, et on veut que les gens, quand ils atterrissent avec nos avions, ils aient une expérience vraiment chouette, sympa, quoi. Et ils appellent ça Outstanding Arrival Experience. Une expérience, vous voyez, d'arrivée remarquable. On veut que les gens arrivent en étant contents d'avoir fait un bon voyage, et en étant bien accueillis, et en étant contents d'atterrir et d'arriver à bon port. Et ça change tout, parce que la conversation, là, elle va engager toute la chaîne, y compris sur la question des bagages. Mais la question des bagages ne sera pas la question essentielle. La question, c'est faire en sorte que l'expérience des clients soit la meilleure possible, y compris avec les bagages. Mais il n'y a pas que ça. Et vous voyez, si on transpose ça à des questions qui sont posées, des questions de société actuellement, comme par exemple la réforme des retraites, il y a quelque temps, qui est un peu mise sur le boisseau là, eh bien, quand on la met sous l'angle de la gestion seulement financière, qu'est-ce qu'on fait d'autre que de faire ce que les gens, dans un premier temps, faisaient à British Airways, c'est-à-dire mettre la conversation à un endroit qui va être polémique et difficile. J'arrête le quart d'heure politique, enfin, le moment politique, parce que je voulais simplement insister sur l'idée que parfois, à mettre l'accent juste sur un problème particulier, sans voir finalement tout ce qu'on peut susciter comme envie ailleurs, et plus largement, eh bien, plombe. Et ça, c'est les conversations qui plombent. Mais comme le sujet, c'est les conversations qui libèrent l'énergie, je vais vous proposer Juste une avant, conversation. pardon, on a eu des questions. Alors, je te propose qu'on Ouais. s'adapte un petit peu. Il y en a une question d'Éric qui Ouais. nous dit « Peut-on faire un parallèle avec la rupture de Steve DeShazer avec l'école de Palo Alto pour développer une thérapie brève focalisée sur les solutions plutôt que sur le problème ?» Ce qui me fait penser au coaching orienté solutions de notre membre titulaire, etc., qui n'est autre que Philippe Bigot. Voilà, donc est-ce que tu… Oui, je ne pense pas que ce soit avec nous ce soir d'ailleurs, mais voilà, donc est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qui distinguerait du COS ? Je vais aller dans le sens de la question. Effectivement, il y a vraiment des points de ressemblance et des points de cohérence. C'est d'ailleurs très curieux parce que Paul Václavic, par exemple, parlait de constructivisme, vous voyez, quand il parlait de la réalité, vous vous rappelez son petit livre peut-être qui s'appelle « La réalité de la réalité », qui est assez savoureux, je trouve, où le titre parle de lui-même en quelque sorte. On voit bien qu'il conteste la notion de réalité. Il appelait ça le constructivisme. Kenneth Gergen, un peu après, mais pas très longtemps, parle de constructionnisme social. D'ailleurs, vous avez un très joli petit livre, il y a un gros livre en américain que vraiment, bon, enfin, si vous avez des insomnies, vous pouvez le prendre, mais sinon, vous pouvez trouver un tout petit livre en français qu'il a écrit avec son épouse, Mary Gergen, qui s'appelle Dialogue. Vous trouverez, vous tapez Kenneth Gergen, ça s'écrit G-E-R-G-E-N. G-E-R-G-E-N. Et vous tapez Kenneth et Mary Gergen sur Internet, vous trouverez ce livre. G-E-R-G-E-N. Voilà. Voilà. Et donc, Kenneth Gergen parle de constructionnisme social, ce qui est, moi je ne vois pas de grosse différence, peut-être je n'ai pas bien regardé tout, mais avec le constructivisme de Paul Václavic. La négation d'une réalité qui serait objective, la même pour tout le monde, décrite par les mots, etc. Enfin, c'est la critique habituelle. D'autre part, il y a des approches thérapeutiques qui pourraient être liées. La prescription du symptôme par Paul Václavic, par exemple, mais qui était déjà
connu de Viktor Frankl, avant même son livre, avant même, dans sa partie psychiatrique, avant même son internement en camp de concentration, hein, alors qu'il était encore, il était encore en exercice à ce moment-là. La prescription du symptôme, si on regarde ça sous un autre angle, moi je parle d'utilisation des forces. Par exemple, très concrètement, j'ai un monsieur, un jour, dans une grande entreprise industrielle, que je ne citerai pas, mais qui fait des pneus au centre de la France. Eh bien, donc un monsieur qui me dit, je voudrais faire un coaching. Voilà, c'est instruit par les services, ils sont très bien organisés. Et donc on discute. Et il me dit, on me reproche d'en faire trop, de trop bien travailler, d'en faire tellement que c'est vraiment presque... on a peur que je m'épuise. Et vous voyez, ce monsieur, il faisait tout d'une façon extrêmement précise et complètement obsessionnelle. Mais vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de réduire ça? Et alors, il en souffre quand même, parce qu'il sature à certains moments. De temps en temps, ça bouge, ça bug, et son chef dit, mais je veux le préserver parce qu'il est vraiment bon, il travaille bien, je suis content, c'est un super élément. Et donc, il y a ça qui se passe. Et le monsieur, il a des souffrances de saturation, et aussi parce qu'il ne se donne pas du bien-être à côté. Et donc, du coup, il est toujours au boulot, quoi. Il est toujours à fond. Alors, prescription du symptôme, ça pourrait être effectivement faire un truc complètement obsessionnel. Mais si on le regarde sous un autre angle, ce monsieur, finalement, il est complètement obsessionnel, certes, mais il a une force extraordinaire, c'est qu'il est très précis, et il est extrêmement rigoureux, et il est extrêmement impliqué. Et finalement, son obsession, son côté obsessionnel, lui permet de faire du super bon boulot. Et d'une certaine façon, c'est une force. Moi, j'ai un expert comptable, par exemple, complètement obsessionnel. Je suis vraiment content qu'il soit obsessionnel. Vous voyez, moi, je ne suis pas autant que lui. Ce sera un gros bazar dans ma comptabilité sans lui. Et ça me plaît qu'il soit obsessionnel et angoissé, mon expert comptable. Je passe le truc. Donc, le monsieur là en question, obsessionnel complètement, et pas bien à certains moments. On travaille avec les forces. Une de ces forces, c'est précisément qui est poussée à l'excès, cette extrême précision. Donc, il fait quoi? On se met d'accord, il fait un tableau Excel, au jour le jour, avec un petit baromètre de son bien-être, vous voyez, et puis un commentaire sur la situation. Alors, au début, c'était à la demi-journée, hein, pendant un mois. On utilise sa force. C'est la même chose que la prescription du symptôme, mais vu à l'envers. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Le monsieur, au début, il a plein de petits bonshommes, vous savez, il est pris une icône, qui font la tête, quoi. Parce qu'il n'est pas bien au début. Et puis, au fil des jours et des jours, comme ça, et des demi-journées, ces petits bonshommes sourient davantage. Et au bout d'un mois, je m'aperçois que ce monsieur, en fait, il me dit, bon, ouais, mais ça va mieux maintenant, j'ai un peu moins d'angoisse, je suis un peu plus tranquille, j'ai moins de coups de stress. On n'a rien fait. On n'a pas résolu le problème, on n'a pas travaillé la résolution du problème. Mais lui, il me dit, et si maintenant on le faisait de façon hebdomadaire, en fait, le tableau Excel? Voilà. Et donc, il le fait de façon hebdomadaire. Puis après, on fait un point par mois. Et puis après, vous voyez, ça s'étale. Voilà. Je dis ça pour faire le lien, en fait, le parallèle entre Palo Alto, Frankl, Palo Alto, Kenneth Gergen, l'approche par les forces. Tout ça, finalement, ça peut se mettre en cohérence. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces gens-là ne se sont pas tellement parlé ou pas rencontrés, ou peu. Hein. Et on en parlait avec Émilie, parfois on peut le regretter, parce qu'on pourrait se dire, du coup, ça fait une énorme force de frappe pour transformer positivement nos sociétés et les pratiques. Mais en même temps, je me dis que c'est plutôt une myriade de sensibilités de personnes, et que peut-être ça rayonne encore plus comme ça.
Bon, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Là, je continue d'être dans l'adaptation par rapport au programme, si tu en es d'accord, parce qu'on a une autre question d'Olivier qui nous dit, je pense que Olivier, vous faisiez allusion au moment où Jean nous parlait de libérer la tribu du sujet, je pense, sinon vous me corrigez, parce que votre question irait dans l'esprit à mon sens, puisque vous demandez s'il y a un écho avec l'externalisation du problème chez Michael White. J'en sais rien du tout, franchement. D'accord. Alors, ça, c'est plutôt quelqu'un qui doit être versé en narratif pour nous avoir parlé de Michael White. Oui, je veux bien des références, Olivier. Par contre, si ça peut présenter un intérêt par rapport à, je dirais, enrichir la réflexion, mais merci. Moi, pour le narratif, je connais ce qu'écrit Pierre Blanc-Sanoun et ces amis-là, mais peut-être. Parfait. Bon, ben alors juste pour Olivier, pour aller quand même dans le sens d'une réponse là, les communautés appréciatives qui se sont constituées de façon spontanée et narrative se sont rapprochées, et beaucoup de praticiens appréciatifs sont praticiens narratifs aussi. J'imagine qu'ils ont fait des liens. Il y a de la cousinade, voilà. Exactement. Est-ce qu'on peut passer à la petite expérience? Bien sûr. Je voudrais vous proposer une petite expérience. On va juste réduire un petit peu le temps, donc du coup, parce qu'il est 19h15. Alors, donc ce serait, et qu'on ait un petit quart d'heure après pour discuter, peut-être. Absolument. Alors, peux-tu me raconter une situation tu peux mettre la diapositive, Émilie? Ah, carrément. Attends, bah oui, comme tu l'as mis, c'est trop bien, j'ai pas besoin de le taper. Voilà, donc là, nous sommes... Non, si, tu vas devoir le taper quand même. Pour je vais en arrière. Attends. Hop. Voilà. Voilà, simplement, je ne vois plus personne. Bon. Émilie, il faudrait que tu nous partages ton écran, s'il te plaît. Ah, bah c'est pour ça que je voyais. Je me disais, mais qu'est-ce que je... Attends. Ouais, c'est pour ça. Égoïste. Oui, c'est ça. Alors là, tu es une comique, toi. Comment je fais, moi, maintenant, pour ce truc-là? Comme tout à l'heure. Partage d'écran comme tout à l'heure. Et puis en bas au milieu. En bas au milieu. En bas au milieu, j'ai plus rien. C'est tout noir. Oh là là. Non, mais appuie dessus, ça va réapparaître, la barre d'outils. Non? En bas. Ah, vous êtes formidable. Alors, attends, on va repartir sur celle-ci. Et là, je vais faire un petit partage d'écran. Crac. Hop. Oui, Olivier, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une cousinade entre les praticiens narratifs et les praticiens appréciatifs. Hein. Oui. Beaucoup de rencontres. Voilà. Émilie, on a eu le temps de voir que tu avais bien les pupilles très dilatées. Ah oui, c'est le stress, là. Je ne suis pas sûre que ce soit la joie pour le coup. Là, c'est vraiment... Tu peux réappuyer sur le petit truc en bas, là, diaporama. Ouh là là, aujourd'hui, j'en apprends des trucs. C'est parti. Voilà. Allez, vas-y. En avant jeunesse, diaporama. Allez, Doudou, je t'ai dit de faire diaporama. Ah, voilà. Ah, très bien. Bon. Donc, ce que je voudrais vous proposer, c'est une petite expérience. Il est, disons, prendre 10 minutes pour poser les 4 questions à une personne. Émilie va vous répartir en petits groupes, en duo, en binôme. Là, on n'a pas fini de rire, parce que mon souci, c'est de ne pas te mettre dans la boucle des sous-groupes. Et par ailleurs, je pense qu'il faut que j'arrête mon partage d'écran pour faire ça. Attends, pas tout de suite. Non, je vous donc, juste, je voulais vous proposer... Émilie, tu n'as pas les 3 petits points en bas, là, pour partager? C'est bien, là. Hein. Non, là, oui, vous les voyez, mais je ne peux pas vous répartir en sous-groupe. Non, je n'ai pas les 3 petits points. Ah. Merde, pardon. Il y aura un truc qui va être enregistré, horrible, du mot de Cambronne. Oui, c'est pas grave. Tu peux c'est fait. C'est fait. Voilà. Je voulais vous proposer une petite expérience appréciative, là, du coup, et une conversation sur un sujet qui, je pense, compte pour vous, qui est l'accompagnement. Sauf grossière de ma part, il y a pas mal de gens qui sont dans l'accompagnement dans la salle virtuelle. Et je voudrais vous proposer pendant 10 minutes de poser les 4 questions à une personne en utilisant vos compétences personne qui accompagne, de coach ou de personne RH, si vous êtes dans les RH, pour interviewer la personne et après d'inverser pendant 10 minutes. Et les questions que je vous propose, une première question, c'est raconter une histoire, en fait. Est-ce que tu peux me raconter une situation d'accompagnement dans laquelle tu t'es senti complètement engagé, plein de ressources, de vie, et qui t'a laissé un sentiment d'accomplissement, un truc vraiment où vous avez été super bon, super bonne, et vous êtes content et contente de vous. Et qu'est-ce qui s'est passé précisément? C'est pour que vous racontiez l'histoire, vraiment. C'est-à-dire que on est souvent dans l'abstraction, hein, on ne se rend pas compte, on fait ça, on fait des omissions
et on va très très vite, mais c'est vraiment, s'il vous plaît, racontez l'histoire pour que la personne en face de vous voit le film en couleur et avec du son. Deuxième question que je vous propose, quelles furent les compétences, capacités, talents ou qualités, vous choisissez, que tu as mises en œuvre? Donc, comment tu as fait, quoi, en gros, hein, c'est la question plus simplement. Comment tu t'y es pris pour ça? Quelle satisfaction en as-tu retiré? Donc, vous voyez que là, on vient reconnecter aux émotions agréables qu'on a pu avoir. Et puis, qu'est-ce que cela t'inspire pour ta pratique d'accompagnement? Autrement dit, là, ce que je vous invite à faire, c'est vous projeter à partir de vos forces dans le futur. Voilà. Bon, c'est très simple, hein, les questions, vous le voyez bien. Mon invitation, c'est que vous les posiez pendant 10 minutes. Donc, vous alternez au bout de 10 minutes. Hein. Et puis, on se retrouve dans 20 minutes, si tout va bien, 20-25 minutes à peu près. Et puis, on verra bien si Émilie t'arrive à résoudre le problème technique. Alors déjà, je vais arrêter le partage. Vous avez eu le temps de noter, sinon je les remettrai dans le chat. Donc, vous racontez une histoire pour que vous soyez vraiment dans l'énergie que vous donniez à voir à votre interlocuteur ou interlocutrice. Vous expliquez quelles sont les compétences, capacités, talents, qualités que vous avez mis en œuvre pour ça, quelle satisfaction vous en avez retiré et ce que cela vous inspire pour votre pratique d'accompagnement. Attention, à la 1, à la 2, à la 3, j'arrête le partage. Toc. Ce qui fait que me voilà partie pour diviser en sous-groupes. Et là, tout ce que je voudrais, c'est essayer, autoriser les participants. Je vais le faire manuellement, comme ça, je pense que je vais pouvoir ouvrir toutes les... Je voudrais pouvoir t'enlever. Il y a plein de... Je n'ai pas regardé le chat, hein, mais tu m'as dit, Émilie, je pense, Oui. pour les questions. Alors, attends, autoriser les participants, fermer les salles au bout de 20 minutes. Donc, on s'est dit 20 minutes hein, pour nous, on est bon. Voilà. Oui, ça devrait aller. Très bien. Donc, ça, c'est bon. Ouvrir toutes les salles. Et non affecté, tac, tac, tac. La seule personne que je ne dois pas affecter, c'est toi. Voilà. Bon. Fermé, on va y aller. Bon, ça marche. Je suis vraiment désolée, mais ça, cette partie-là... Oh là, il y a quelqu'un qui attend. Admettre, il y a quelqu'un qui arrive maintenant. Bon. Bon, bah, Tout, diviser en sous-groupe. Bon, hop. Le pupille est toujours dilaté. Hein. Oui, parce que je suis sous méga stress. Alors, on va... Bon, bah, moquez-vous. Vive le bénévolat à la SF Coach. Donc, allez, on va dire que 9 groupes, c'est pas mal. Oui. Hop, on va recréer. Je pense que tu vas être dans l'un d'entre eux, Jean, et que tu ressortiras parce que je ne sais pas le faire. D'accord. Recréer. Hop. Ah, peut-être que si je fais ça, je m'en sors. Si, déplacer. Tac, tac, tac. Là, je vois des tas de noms. La technique. C'est technique, hein. Tac, 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 tac. Parce que j'avais été... Voilà, Jean, te voici. Déplacé. Voilà, hop, ouvrir les salles. Et normalement, vous partez et dans 20 minutes, vous revenez. Hop. Rejoindre le sein. Alors, moi, Voilà. il suffit que je ne rejoigne pas la salle. Oui, exactement. Je t'ai mis dans une salle où tu es tout seul, Jean, normalement. Donc, il suffit de ne pas la rejoindre, je pense, et tu seras là. D'accord. C'est la seule technique que j'ai trouvée. Mais c'est bien, c'est malin. Odile. Ça sort bien, dis donc. Aucun problème. On a essayé... Voilà. On a peut-être fermé toutes les salles, non? Voilà, je pense qu'on est pas mal. Ce que je vais je vois une dame qui m'a l'air d'être toute seule, Odile Giraud. De plus en plus pupille, quelqu'un qui me taquine. Alors, Isabelle Fenotti, je ne sais pas. Remets ton micro, s'il te plaît, Isabelle, parce que je ne t'entends pas. C'est juste parce que j'étais toute seule dans la salle. Ah, ma pauvre. Alors, attends, je vais aller te mettre... Où es-tu, Isabelle? Attends, je vais te mettre quelques... Pourquoi je ne te vois pas? Ah, voilà, Fenotti, déplacé. Arbitrairement, je te mets avec les petits camarades du 4. Ok. Voilà. Ça y est, tu es en route? Apparemment, oui. Hein. Bon, c'est parfait. Bon, alors, ce que je te propose, c'est que je suspends l'enregistrement pour le moment. Comme ça, on peut parler tous les deux. D'accord, tu peux le suspendre? Oui, pour pas que les personnes qui réécouteront sur le site, nécessairement, tu vois, et cette partie-là. Donc, je vais suspendre. Tac. Des bêtises. Voilà. Alors, voilà. Nous, on avait le temps qui était écoulé. C'est normal, mais on est tout seul. Non, normalement, tout le monde doit revenir maintenant.
Mais en fait, on a dû cliquer sur quitter la séance pour revenir. Ah, Que Sinon, on répondre reste Tu en pourrais salle. peut-être envoyer dans le chat le message, quitter la salle. Oui, parce que normalement, a priori, je suis supposée l'avoir fait. Qu'est-ce qu'ils me disent? Attendez, oui, normalement, ça ramène tout le monde all de façon breakout brutale. rooms will close within 21 secondes. Ah, c'est parce qu'ils vont revenir que dans 17 secondes. Ah ben voilà. Tu vois, Ah, je vois voilà. marqué, voilà, c'est ça. Voilà. All breakout rooms will close Anne in... revient. Ah, maintenant, on est 10 seconds. Donc, we just wait 10 seconds. Et puis, ça va bien Ah, se voilà. passer. David, Olivier. Tout le monde est revenu ou est en train de revenir. C'est beau, la téléportation, quand même. Ah ouais. Oh ouais, c'est dingue. Il s'en passe des choses. Moi, je trouve ça magique. Ça, on va finir par trouver ça bien Zoom, en fait. On va trouver ça À magique. petite dose. Ah Hein. bah, moi qui suis parisien, marseillais, je veux dire, et pas parisien, c'est bien. Mais oui, mais je pense que Oui. mais même pour les Parisiens, tu sais, parce que dans le fond, Ah ouais. quand on va se Oui. dire au revoir, on est chez nous, on est au chaud, c'est pas désagréable non plus. Chaque situation présentant des avantages et des inconvénients. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'habite en Provence aussi. Hein. Et Vous êtes où? depuis que Ah. près d'Aix, D'accord. vous êtes aussi provençal? À Marseille. Ah ouais. Bon, moi, je suis à 3/4 d'heure de Marseille. On est une délégation PACA ce soir. Voilà. Oui, c'est Ah bah ça. oui, dis Oui, donc. on a l'air d'être assez nombreux d'être dans la région sud. Oui, Oui. Bah oui, on y vient. Hein. Ah bah voilà. voilà. Vous n'avez pas l'accent, on ne se rend pas compte. Vous n'avez pas l'accent. Oui. Ça, c'est ce qu'on me disait à l'époque où je vivais au Québec et quand je suis rentrée, oh, t'as pas l'accent? Ben non, Ben non, on n'est pas obligé de le prendre. c'est ça. On Des est- expressions parfois, mais pas Oui, l'accent. oui, Non, mais on le prend facilement quand on est avec les gens. Hein. c'est ça, voilà, Si exactement. on est un petit peu en lien avec les gens. Chatou, Yvelines. Il y pas a quelqu'un exprès. qui nous explique qu'il vit à Chatou dans les Yvelines. C'est Pierre. Bon, je ne sais pas s'il y a un accent à Chatou dans les Yvelines. Il y en a. Bon, je propose peut-être, Jean, que tu reprennes la main sur le groupe pour partager les expériences et commenter. Oui. Alors, donc, bon, on a quand même des gens qui ne sont pas revenus encore là. Je pense que si, des gens qui ont dû normalement. partir un peu plus tôt. Alors, il y a des gens, il nous reste 15 personnes. Il y a des personnes qui ont dû partir au fur et à mesure, donc nous sommes au complet. Il reste les Les durs de durs. Les Donc, aficionados de Jean Pagès sont là. non, surtout pas. Donc, juste, il y a une question que je ne poserai jamais pour débriefer, comme on dit en français, d'une expérience comme celle-ci. Est-ce que vous savez laquelle c'est? Vous pouvez ouvrir vos micros pour ça. Il y a une question qu'il ne faut surtout pas poser, je trouve, quand on termine. Bah, allez-y, posez-la. Non, je ne vais pas la poser, justement. Quel problème vous avez rencontré avec la consigne? Alors, ce serait la question kata, évidemment. Comme quoi, on a bien suivi. Non, mais la question, ce serait ça s'est bien passé. Oui, voilà, ce serait ça s'est bien passé ou comment ça s'est passé? Moi, je ne pose jamais cette question-là parce que ça invite, comme la plupart des questions neutres, ça invite massivement une réponse négative, du genre ouais, c'était pas mal, mais on a, voilà, et puis on a eu du mal à rentrer dedans, ou alors ceci, cela. Et en fait, même si ça existe, et c'est comme terminer une réunion en disant qu'est-ce que vous avez pensé de la réunion, quoi. Alors, les gens, ils sont amenés à un mode analytique évaluateur. Et finalement, étant dans l'analytique, ils se mettent assez vite en mode critique négatif. J'ai remarqué ça au fil du temps. Du coup, je ne pose jamais cette question-là quand on débriefe d'une petite expérience réjouissante, j'espère, pour vous. Il y en a d'autres, nous, que coach, on peut poser. Qui souhaite s'exprimer? Oui, alors ça va être... Mais ça ne va pas orienter la question vers la richesse de ce qu'on a vécu. Comment avez-vous vécu l'expérience? Alors, c'est vrai qu'on pourrait poser cette question-là. Avec quoi repartez-vous ce soir? Alors, oui, ça, c'est les tartouilles des trucs Qu'avez-vous classiques. le plus apprécié dans cette expérience? Oui. Qu'est-ce que vous savez que vous ne saviez pas avant? Qu'est-ce que les trucs, les procédés. Je dis ça en toute amitié pour mon ami Bojana Piskiewicz qui a écrit un bouquin sur le clean language. Hein. Mais quand c'est ou de la PNL, par exemple, quand c'est systématique, ça devient vraiment tout à fait inintelligent, quoi. Et grossier, et les gens voient les ficelles. Si vous avez croisé les jambes dans un sens parce que votre interlocuteur l'a fait, parce que vous faites de la PNL et de la synchronisation posturale et gestuelle, les gens, ils ne sont pas cons quand même, hein. Donc ils s'en aperçoivent. Enfin,
souvent. Non, mais la question que moi j'ai envie de vous poser, c'est non pas avec quoi repartez-vous, bien sûr, mais c'était un trait d'humour d'Isabelle, j'ai bien entendu, mais plutôt, qu'est-ce que j'aurais envie de vous poser finalement? C'est pas toujours la même chose. Je n'ai pas toujours envie de la poser la même question. Mais en fait, moi, une question que j'aime bien, c'est qu'est-ce que vous avez découvert à cette occasion-là sur votre interlocuteur, interlocutrice? Ou qu'est-ce que vous avez découvert en tant qu'intervieweur, intervieweuse? Ou alors, si je veux aller un peu plus loin pour plus tard, ce questionnement-là, quand vous l'avez vécu, ça vous a inspiré quoi? Une chose comme ça. Alors, je ne sais jamais exactement quelle question je vais poser parce que ça dépend des gens qui sont là, hein. Nous, on est dans une situation un petit peu à distance, donc je le sens un peu moins. Mais c'est plutôt des questions qui invitent à reconnecter à la richesse de l'expérience parce qu'on est finalement on est deux, on se parle, on se dit des choses, et puis il se passe quelque chose. Et il se passe quelque chose de spécial. Alors, je ne sais pas, je vous invite à en parler un petit peu, non pas de raconter les histoires, bien sûr, ça, ce qui reste dans l'intimité de votre binôme, de votre duo, le dialogue. Mais voilà, au fond, vous avez, en vivant cette expérience-là, vous faites l'expérience de quoi? Réponse intersubjectivité, nous dit Pierre Oui, Guillet. de l'expérience de l'altérité, du positionnement et de la relation de l'un et de l'autre, de la place qui est donnée, de ce qui se joue dans la relation en termes de pensée, d'émotion, Et de ressenti global. qu'est-ce qui se joue qu'est-ce qui s'est joué là enfin, comment le qualifier en fait, ce qui s'est joué dans cette relation que vous avez eue à deux? Le rapport à l'autre, hein. Oui. Le Et- rapport et le rapport au sujet, Ouais. à l'objet. Donc c'est la vie, la vie Ouais. sociale, Donc, et psycho-affective, hein. oui. Comment on peut qualifier ce rapport que vous avez eu dans cet échange en fait? Quelle était la nature de ce rapport? Constructif. Comment? On va dire constructif, mais Un rapport constructif? Mhm. Émotionnellement, c'était comment pour vous, ce rapport? Linda, est-ce que tu veux bien répondre? C'est Linda. Le mot qui me vient, c'est authenticité, enfin, une certaine vérité. Authenticité, vérité. Eric nous propose puissance du cadre qui crée un espace de liberté paradoxal, point d'exclamation. Un cadre qui produit un espace. Eh oui, eh oui. C'est l'art poétique de Boileau, hein. Voilà, c'est parce que la poésie a des règles qu'à un certain moment, en tout cas, elle peut être justement créatrice. Si je vous demande encore d'exprimer ce qui s'est passé pour vous dans cette rencontre-là, qu'est-ce que vous avez découvert? Ça vous a inspiré quoi d'échanger avec une personne sur une expérience comme ça d'accompagnement, en fait, hein, qui a bien marché? Parce que c'était ça le sujet, évidemment. Ça vous a fait quoi? Si on est un peu cash. Pardonnez-moi, c'est la notion de plaisir Plaisir. que je mettrai en avant. Ouais. Du plaisir. Alors, il y a Olivier Blanc-Tailleur qui lève la main pour s'exprimer. Oui, peut-être rebrancher votre micro, Olivier. Ah oui, Olivier. Ok, je me mets sur mon écran là. Moi, je suis désolé, j'ai beaucoup cherché à savoir là où vous vouliez nous emmener. Il me semble avoir perçu ça, c'est-à-dire qu'en nous reconnectant, nous demandant de nous reconnecter de nous connecter à quelque chose de plaisant, allait peut-être se dégager justement des idées, des choses nouvelles qui allaient émerger. Il me semble qu'avec Alexandra, on a réussi ça. C'est-à-dire que, c'est pas de la réussite, mais c'est qu'il s'est passé ça.
parce qu'on parlait du plaisir et ça a généré de nouvelles idées. Voilà. Ben exactement, Olivier, c'était tout à fait le propos, hein. Et que vous éprouviez ça, parce que je peux le raconter, moi, vous êtes gentil parce que vous m'avez écouté avec patience et en montrant votre intérêt, bien sûr, posant des questions, mais c'est pas pareil. Quand on expérimente quelque chose, un dialogue comme ça qui nous fait du bien, parce qu'on rééprouve ce qu'on a vécu, d'avoir les idées, parce que moi je peux toujours le dire, mais si ça ne se vérifie pas, alors, bon, si vous avez eu des idées, c'est pas forcément toujours le cas, hein, parfois vous avez, je trouve, super bien joué le jeu. Effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne se contente pas du plaisir qu'on a eu, on l'éprouve à nouveau, mais ça nous fait envie, ça nous donne envie c'est ce qu'on appelle dans la Positive Inquiry le principe héliotropique. Hélios étant, comme vous le savez bien, le soleil vers lequel on se tourne. C'est pour ça que sur mon dernier bouquin, là, dernière édition, j'ai demandé qu'il y ait des tournesols sur le... Ici présent, j'insiste. Vous remarquerez qu'il y a écrit 3e édition, ce qui est quand même le rêve absolu de tout auteur, donc bravo. En tout cas, ce principe, et merci, ce principe héliotropique, en fait, ben voilà, c'est Olivier, d'une certaine façon, l'a exprimé. C'est aller vers quelque chose d'encore plus réjouissant et lumineux. C'était effectivement bien l'intention. C'était bien l'intention. J'aurais pas... j'ai plaisir à... Vous êtes resté, vous avez la gentillesse de participer. Et je suis content que vous puissiez partir avec quelque chose qui vous soit agréable et qui fasse du bien. Après, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, hein, sur la démarche, mais le parti pris aujourd'hui, c'était de vous donner un peu un substrat notionnel quand même, au fond, d'où ça vient, de quoi ça vient, qu'est-ce que ça dit principalement. Je ne suis pas entré dans le processus d'accompagnement, vous le trouverez dans la littérature. Il y a un processus structuré pour vivre avec un collectif, les étapes, hein, différentes étapes, comment on construit un bon sujet qui compte, comment on engage la phase de découverte. Là, ce que je vous ai proposé, c'est une mini-phase de découverte, en fait, hein, avec d'abord des dialogues, des binômes. Je ne négocie jamais, moi, dans mes accompagnements, sur ce sujet-là. C'est-à-dire, je veux toujours démarrer par les binômes pour créer cet espace d'intimité et de rencontre et de ce que j'appelle de résonance, hein, parce qu'on se répond. On se répond, on ressent ce que l'autre ressent et on émet aussi, on offre à l'autre ce qu'on a ressenti. Donc, c'est un espace de résonance qui est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Ça m'a scotché, ça, dès que j'ai commencé à pratiquer. C'est l'intimité que ça peut créer chez des gens qui ne se connaissent pas. C'est très impressionnant. Si vous avez l'occasion d'utiliser cette approche dans vos séminaires, évidemment, on peut l'utiliser je vous ai dit que c'était pour le développement des organisations au départ, hein, mais en fait, on peut transposer au coaching individuel. Et vous verrez dans la dernière 3e édition, c'est ça qui fait que c'est une 3e édition aussi, c'est que j'ai inséré un chapitre sur le coaching individuel et comment, sur un petit processus extrêmement simple, peut-être je vous montrerai un petit séminaire là-dessus, un de ces jours, parce que je trouve ça extrêmement réjouissant dans mes coachings de faire ça, d'utiliser l'approche appréciative. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le processus. Là, je t'interromps, il y a encore un commentaire parce que je vois le temps et il y a Eric qui nous dit « Nous avons cherché un point commun à nos 2 expériences et nous l'avons trouvé. Preuve que se remémorer et raconter une histoire réussie ouvre des horizons. » Ah oui. C'est vrai. Eh ben, Alors, mon petit côté Z va être obligé, ou J selon vos référentiels MBTI ou Golden, va être obligé, tu parlais de frustration dans ton intervention aussi, Jean, de taquiner, de convoquer le Z, le J, la frustration, pour commencer à peut-être te remercier d'être venu. Juste pour te rassurer, comme disait une psychanalyste que j'ai fréquentée il y a longtemps, frustration n'est pas castration. Oui, j'espère, oui.
Effectivement, et voilà, cet éclat de rire va finir en beauté, je pense, notre conférence. J'en profite pour dire que, parce que tu as fait allusion notamment à François Julien, que nous avions publié à l'ICF Coach une newsletter qui est disponible, hein, qui était entièrement consacrée à son travail, puisque c'est quelqu'un qui est assez proche de l'ICF Coach. Et donc, dans cette newsletter, Jean avait également un texte, donc vous pourrez retrouver aussi sa contribution à ce titre-là. Après moi, à titre personnel, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette idée que tu nous dises que finalement, c'est un état d'esprit d'abord et avant tout, avant d'être une démarche, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit que l'Appreciative Inquiry, que tu nous pointes en quoi elle se distingue de cette mode du positif à tout craint. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment très intéressant. J'ai ri que les Français sont des râleurs, mais que finalement, c'est leur manière de socialiser. Donc, je trouve que ça va. Maintenant, je dirais, mais non, c'est pas que je râle, je socialise. Tout de suite, je trouve que c'est un côté un peu Audiard. Elle râle pas, elle socialise. Tu vois, je trouve qu'il y a un côté que j'ai trouvé tout à fait charmant. Et puis aussi l'idée de se reconnecter aux émotions agréables sans nier, on est bien d'accord, sans nier qu'il y ait une difficulté. Je pense qu'on t'a bien entendu là-dessus, comme on t'a bien entendu, pas trop de sucre et pas trop de substances illicites. Donc, on est en phase avec le code de déontologie de la Société française de coaching. Donc, écoute, merci vraiment beaucoup. Là, pour le moment, je vais souhaiter à tout le monde de bien passer le cap jusqu'à 2022, puisqu'on ne se retrouvera qu'en 2022, donc l'année prochaine maintenant. Et donc, si vous pouvez noter dans vos agendas notre symposium, rencontre, appelez-la comme vous voulez, du 21 et 22. Jean, encore infiniment merci, de tes explications, je te le disais en off pendant que vous travaillez tous en sous-groupe, de ta voix qui porte tout à fait, je trouve, l'énergie de ton sujet. Ouais. Donc, à très bientôt et merci d'être resté et d'avoir participé. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci beaucoup, merci. Bonne soirée. Merci, Au revoir, Jean. tout le monde. Au revoir. Bonne Bonne Noël. soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci, Émilie. Je t'en prie, merci Blandine. Sur le chat. Oui, les murs, il est là, J'adore. toujours. Il est tout le temps avec nous, les murs, maintenant. C'est top, j'adore. Merci, allez, à très bientôt. Très bientôt, au revoir Blandine. À bientôt. Merci Au revoir beaucoup. Frédéric. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir Marie, je connais moins. Eric, maintenant je commence à connaître par ses interventions. Merci. Eric était avec nous. Au revoir Eric.